Salut, je m'appelle Alexandre Dano. Je suis restaurateur, acteur, entrepreneur. Tant que ça rime. Oh, le cœur en deux qui vide ses sentiments. J'ai pris mon cœur en deux, j'ai coulé du ciment. Ça fait que mon cœur en deux coule ses sentiments. Pareil que le cœur en deux craque au fil avant. Serre d'une longue solde de béton, pas pour ralentir. À la base, jeune, on se demande tous qu'est-ce qu'on veut faire. Là, puis quand j'ai fini mon secondaire, j'étais très bon à l'école, sans rien faire. Je m'enlignais ou dans les sciences nature ou l'actuariat, là, quelque chose qui challengeait beaucoup les mathématiques ou la chimie. J'adorais ça. Après une session enlignée par là, j'ai vu un spectacle de théâtre à Châteauguay qui était une production en tournée, qui était Hosanna de Michel Tremblay, puis ça m'a jeté à terre. J'en avais fait tout mon secondaire du théâtre. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a bouleversé pendant plusieurs journées. J'étais allé chercher une demande d'application pour aller en théâtre au Cégep de Valleyfield. Puis à partir de ce moment-là, c'était indiscutable. Moi, je voulais absolument être acteur. Puis j'ai pris les décisions pour m'y rendre. Après ça, j'ai appliqué. Je suis rentré au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, qui à l'époque était encore plus contingenté que la médecine. Rentré au Conservatoire, j'ai déjà entendu Charles Lafortune en parler à la télévision, où il est allé lui aussi. Il prenait environ 10 personnes sur 6 ou 800 applications. C'est un long processus là, qui se produit sur 3 auditions, un stage d'une fin de semaine observé par 16 professeurs différents. C'est vraiment précis. Bref, j'ai fait ma formation au Conservatoire d'art dramatique. Je me suis mis à jouer en fou après, à ma sortie. Beaucoup de théâtre. J'ai joué 3 fois au TNM. J'ai fait 6 tournées à travers le Québec. Surtout une qui a été comme plus marquante, je dirais Alice au Pays des Merveilles, qui était du théâtre enfant-jeunesse. Puis du théâtre enfant-jeunesse, il faut vraiment être dévoué au sens où c'est payé, certes, mais toute la portion montage, portion maquillage, load, déload du stock, c'est inclus dans ton cachet. Fait que ça faut vraiment être dévoué. Au même moment que quelqu'un s'est présenté à Patate Mallette, parce que je suis aussi propriétaire de la Patate Mallette, pour acheter le restaurant à ma mère. Là, on doit être en 2006 à peu près. Oui, 2006. À un moment où je continuais toujours à travailler pour ma mère. L'été, en faisant du théâtre. J'allais jouer au théâtre, je venais faire un chiffre parce que j'étais attaché. Mais jamais ça m'avait vraiment effleuré l'esprit avant ce moment-là de peut-être reprendre les rênes de l'entreprise. Ma mère avait un partenaire à l'époque aussi au sein de l'entreprise. Puis quand j'ai vu que quelqu'un offrait d'acheter le restaurant familial, ça a été comme un déclic dans ma tête de dire, non, je vais pas passer devant ce qui a été l'histoire de ma famille à tous les jours puis dire, j'aurais pas essayé de l'avoir avant. Puis en même temps, je sais ça, j'étais dans une grosse tournée d'Alice au Pays des Merveilles. En même temps, on avait fait 100 shows dans la même année, en plus des autres shows que je faisais. Puis quelques petits tournages télé, cinéma, là, chose qui est vraiment négligeable dans ma vie. Fait qu'en même temps, là, j'avais un choix à faire qui était ou continuer la tournée, qui s'est rendue à 600 shows au moment où on se parle, en français, en anglais, en espagnol, surtitré même dans 12 langues. Ils l'ont joué au Japon, en Chine. Ça roule encore, je dis ils l'ont. Ça roule encore à Alice au Pays des Merveilles, du théâtre tout à trac. Fait que l'un dans l'autre, là, c'est comme le chemin s'est enligné ce moment-là. Là, je pense que c'est ça, 2016. Dire, OK, là, non. C'est pas vrai que ça va aller à un étranger. Pardon, maman, Maryse, monsieur, je suis désolé, c'est pas à vendre. Là, ma mère, là, tout a déboulé. Mon frère, ma soeur, tu embarques-tu? Non, j'embarque pas. Vas-y tout seul, Alex. OK, je vais tout seul. Rachète les parts de son actionnaire qu'elle avait à l'époque. Puis là, j'ai comme dit, là, je prends les rênes de l'entreprise à partir de ce moment-là. La passation s'est faite assez vite entre ma mère et moi. Elle m'aide toujours au niveau administratif encore aujourd'hui, là, avec les paperasses. Mais c'est ça. Du jour au lendemain, c'est devenu dans ma vie. Là, j'ai dit, là, je vais en prendre toutes les étapes. J'étais là tous les jours depuis que j'ai... 2006, là, ça me donne 23 ans. Puis je pense que j'ai commencé à travailler au resto à 12 ans. Là, fait qu'à 23 ans, j'avais déjà 11 ans d'expérience. Fait que ça s'est produit comme ça. Presque au même moment, les choses font bien... La vie fait bien les choses des fois. Je me suis mis à moins jouer au théâtre parce que je commence à penser à avoir des enfants, la blonde, tout ça, puis la maison, puis jouer au théâtre, c'est être loin de chez soi, puis en même temps ou presque,
je passe une audition pour faire de la narration sur Monstre d'eau douce, qui joue au Canal Évasion encore aujourd'hui. C'est un show de Discovery Channel ou Animal Planet, je suis pas sûr, britannique, River Monster. Puis moi, ça faisait longtemps que je voulais faire de la narration ou du doublage ou un truc comme ça. J'étais arrivé en audition chez un studio qui s'appelle Les Vilains Garçons, qui, eux, prennent tout le temps un gambling à chaque audition. Ils vont mettre 6 gros noms. Mettons, ils convient 7 acteurs, puis 6 longues, tu sais, vraiment valeur sûre, là. Gilbert Lachance, il y avait qui? Marc Bélier, il y avait Benoît Rousseau, Jean-Luc Montminy. Tu sais, tous des noms qu'on connaît pas trop, mais en univers du doublage, c'est des dieux, là. Je viens de te nommer les Alex Ovechkin du doublage. Puis un qui en a jamais fait, ou qui sonne bien sur son démo de voix, mais qui en a jamais fait. J'étais arrivé en studio, j'avais jamais fait ça. J'ai dit au technicien, pas au directeur de plateau, je suis désolé, hein, merci de m'inviter, mais je sais même pas comment faire ça. Pouvez-vous me le montrer vite, vite? Bang, ils ont fait, ben Alex, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. C'est renversant. C'est moi qui l'ai obtenu. Puis de fil en aiguille, je me suis mis à faire du doublage. Il ne faut pas dire le mot doublage. Le mot doublage comme un mot générique qui englobe, si tu veux, tous les acteurs de voix. Mais moi, principalement de la narration puis de la surimpression, je me suis mis en enfer, là. Ça s'est mis à débouler. Ce qui fait que depuis bientôt 11 ans, je joue un peu au théâtre. J'ai eu quand même des gros rôles là, pour Simon Boudreau, entre autres, dans Souper. Mais sinon, je suis principalement un acteur-doubleur qui se met sur les épaules la gestion d'un restaurant familial en plus, là. C'est pas mal ça mon quotidien. J'adore. Tu sais, à l'Union des artistes, je pense qu'on est 17 000, 18 000 membres au moment où on se parle. Là-dessus, on est à peu près 400 à faire de la surimpression puis de la narration. Puis parmi ces 400-là, on est à peu près 40 à en faire quotidiennement. Puis c'est un métier dont on vit bien aussi. C'est très payant comme univers, surtout quand tu commences à toucher à la publicité, parce qu'en même temps, tu te mets à toucher à la publicité. J'ai fait longtemps les voix de Sleeman. Je fais jusqu'à récemment les voix de Molson Canadian, la Chrysler, Dodge Dart, les bonbons M&M. Ça fait 12 ans que je fais la voix des M&M, les magasins La Source. J'ai fait Old Navy pendant longtemps, Sears. J'en passe parce que je les oublie. Dr. Scholl's, Just Eat, la Monnaie royale canadienne. Ça, c'est tout ce que j'ai fait. Puis c'est juste ceux qui me reviennent en tête, là. Fait que ça, c'est un bel univers aussi, celui de la publicité. Très aimé, les shampoings très aimés, le parfum Axe. Fait que ça, c'est un autre pan. Fait que j'ai comme plein de chapeaux à porter. Puis au cours des dernières années, avec les succès que je connaissais au restaurant, ma vie d'acteur-doubleur qui fonctionnait bien, les sous étant au rendez-vous jeune dans ma vie alors que j'ai encore du guts, j'ai commencé à me faire accompagner pour la gestion du restaurant par une mentor, aller chercher un peu de coaching aussi pour essayer de mettre en place une gestion un peu plus autonome. Parce qu'à la base, j'ai choisi de reprendre un restaurant familial, mais peut-être pas de le faire comme ma mère ou ma grand-mère l'ont fait. Bravo à elles, ils l'ont fait à coup de 72 heures semaine, eux autres 75 heures semaine. Vraiment, je leur lève mon chapeau, mais moi, je décide de le faire autrement, entre autres parce que je veux voir mes enfants. Je reproche rien à ma mère là, dans la vie, mais elle n'a pas eu la chance de nous côtoyer. Enfin, on avait une nounou parce qu'elle se dédiait, parce qu'elle avait vu sa mère faire pareil aussi. Puis moi, je décide de faire un peu autrement, de dire, bien, si comme ça ne fonctionne pas, je m'excuse, mais je ferai de mon possible en mettant en place des petits indicateurs de surveillance, des indices de performance, un organigramme de travail, des cahiers de procédure, des façons de faire, des choses qu'il n'y avait jamais eu. Qu'il n'y avait jamais au restaurant un cahier de procédure, comment faire un hamburger. Ben oui, il va avoir un cahier de procédure, puis un organigramme de travail, puis un gérant, puis... Oh my God, c'est renversant, des indicateurs pour surveiller la performance. Mais tu sais, ça prend des choses comme ça si tu veux pas être là au quotidien. Certains diront c'est se casser la tête pour pas être là. Tu as juste à être là, tu n'auras pas à faire ça. Mais moi, pendant ce temps-là, je vis de mon métier, je vis de ma passion. J'ai à travers ces jobs de voix-là l'impression de continuer à être un acteur, à me prendre pour un autre, à creuser un personnage. C'est sûr que c'est un peu plus en surface que le vrai travail d'acteur de scène, mais ça me donne quand même l'impression de toucher encore à ma passion première. Fait que de fil en aiguille, en mettant en place tout ça, j'ai réalisé que j'avais peut-être pas un certain talent, mais du moins un instinct pour la gestion. Pas un talent, pas une connaissance, un instinct, je pense.
Puis effectivement, ça s'est reflété dans les succès du restaurant. On s'est mis à rayonner, gagner des prix, être dans des livres touristiques, des affaires comme ça. Puis sur papier aussi, sur chiffres. Il y a une nette progression dans les dernières années qui s'est faite. Fait qu'avec ça, j'ai décidé de me challenger aussi. Parce que je prenais goût à ce qu'on va appeler l'entrepreneuriat. Mais moi, c'est du reprenariat, je pense, le vrai terme qu'il faudrait utiliser vu que c'est une reprise familiale. Là. Mais je me suis mis à prendre goût à ça. Fait que la mode des food trucks étant aussi, parce que c'est devenu à la mode il y a 3-4 ans. Là. Je pense que celui qui a vraiment déclenché la mode du food truck, c'est peut-être Martin Picard du Pied de Cochon. Là. C'est lui qui a marqué, je pense qu'il a marqué au Québec l'entrée du food truck. Fait que j'ai dit, ben voilà une belle façon, je pense, de me challenger au niveau entrepreneurial pour me dire, est-ce que je suis juste le fils de maman qui a repris une entreprise qui allait déjà bien, puis bravo, tu fais juste continuer à ce que ça roule, ou je suis capable de A à Z, aller acheter un camion, dessiner la cuisine, aller chercher le financement, former le monde, trouver comment ça marche cette bébête-là, la booker dans des festivals, la rentabiliser, puis la ramener à l'automne en disant « Aïe, aïe, je suis parti juste d'une idée, je suis allé chercher les sous, la coquille, l'intérieur, je l'ai fait vivre, puis à la fin de l'année, ça a fonctionné. » C'était comme important pour moi, peut-être, pour me débarrasser d'un syndrome d'imposteur. Des fois, je pense que les enfants d'entrepreneurs ou d'entreprises qui fonctionnent déjà bien ont souvent, je pense, un syndrome d'imposteur, ce que j'avais. Fait que c'était comme une façon pour moi de s'en libérer. Au même moment, c'est drôle, ici, on est au Bistrot Fernand. Aujourd'hui, c'est à la place du marché. À peu près au même moment, il y avait un terrain vacant ici, sur la place du marché, d'une bâtisse qui avait malheureusement brûlé. Et puis, j'ai acheté le terrain en me disant, ça serait donc bien cool qu'un jour, il y ait un bistrot à Beauharnois, qu'on prenne une bière sur une terrasse avec une cuisine de haut niveau, quelque chose de jeune, quelque chose de beau, quelque chose qui nous ressemble. Puis, donc, je me suis porté acquéreur, sachant pas trop ce qui allait se passer avec ça. Un jour, ma conseillère financière de mon institution financière, à la caisse, pour la nommer, m'appelle, excuse pour le micro, ma conseillère financière à la Caisse populaire des Jardins de Beauharnois m'appelle en disant « Est-ce que tu m'autoriserais à donner tes coordonnées à une autre personne que je suis? Parce qu'elle, elle vient de me dire que son rêve, ce serait d'ouvrir un bistrot à Beauharnois ou sur la place du marché ou sur le bord de l'eau. » Fait que là, j'ai 1+1, ben oui, avec plaisir. J'ai rencontré Audrey Poirier. Et puis, j'ai dit, moi, ça serait un de mes fantasmes d'édifier cette bâtisse-là, mais je ne penserais pas avoir le temps ni l'ambition de le prendre en main. Par contre, le faire construire, si toi, c'est quelque chose qui t'excite, puis qu'on fait une entente ensemble commune, ben pourquoi pas, on va le construire à ton goût, tu sais. Fait qu'on a commencé ça il y a déjà 2 ans et demi, des dessins, des idées, des chiffres. Des premiers dessins, des travaux d'ingénieur. L'ingénieur dit « Ouais, ça va coûter cher. Finalement, si tu achetais peut-être le voisin, ça serait beaucoup plus facile au niveau d'ingénierie. » Fait que rencontre le voisin pour savoir le barbier ici, sa place du marché, pour savoir si jamais il était à vendre. Et comme de fait, ça tombait bien aussi. Ouais, je pense que je serais intéressé à te vendre ça. Ben cool, avec plaisir. Fait que de fil en aiguille, ça s'est fait. On a fait construire le bistrot. On l'a collé à ça. On a fait amalgamer les bâtisses au niveau légal. Mais tout ça pour dire que j'aime beaucoup. Ça se dessine comme si on dirait un nouveau sillon dans l'entrepreneuriat immobilier, là, un peu malgré moi, mais j'ai aussi eu la piqûre de ça. Tout ça, c'est une succession, pas tellement de bons coups, que de bonnes circonstances, puis d'optimisme, puis de voir le potentiel dans n'importe quoi, là, tu sais. Oh, défricher ma terre, imiter mon père, me verser un verre d'hier, avec mon cœur en deux, j'ai pris le sentier nord, avec mon cœur en deux, j'ai pris le sentier nord, t'es parti vers l'école, à l'hémisphère sud. C'est le fun de dissocier ça, mais de m'amener à ça, parce que les gens ne connaissent pas cet univers-là, le doublage, la narration, la surimpression, les audio-guides, la vidéodescription. Tu sais, c'est comme tout un univers sombre qu'à la limite, monsieur, madame, tout le monde n'ont même pas conscience que ce travail-là, derrière ce qu'ils consomment à la télévision, bien, il y a une portion qui est simple. Disons, le doublage de long métrage, c'est une bande défilante, écrite à la main, et tu dois parler quand les lettres arrivent sur la ligne rouge.
Il y a quelqu'un qui a fait la job avant toi, a écouté le film à l'original pour détecter les ouvertures de bouche, les fermetures, les inspirations nasales, expiration nasale, inspiration buccale, expiration buccale, les fermetures de bouche, tout ça. C'est un job d'orfèvre, là. Et quand l'acteur arrive, tout ça a été écrit sur une bande défilante. Mais pourquoi défilante et à la main? Pourquoi? Parce que si, exemple à l'original, l'acteur anglophone dit « Allô », okay? Mais tu peux pas juste écrire « Allô ». C'est pendant que la bande va défiler, le « A » doit être écrit « A », parce qu'il va commencer à passer « A », puis quand le « A » finit, tu tombes sur les « L », « L'O », fermeture de bouche. Tout ça est en mode... C'est un sport, là, à te fendre la tête en deux. Les dieux de ça, là, j'en ai nommé tantôt, en tout cas. Moi, j'ai déjà vu Bernard Fortin, Sylvain Etu, Benoît Rousseau, Joanne Léveillé. Là, je te nomme une grosse gang des Simpsons aussi, là, parce qu'ils m'engagent beaucoup, ces gens-là. Je les ai déjà vus regarder. C'est aussi stimulant et excitant que regarder n'importe qui être le meilleur dans son domaine. C'est des prouesses qu'ils font, ces gens-là. Moi, j'ai vu Bernard Fortin regarder une scène que tournait Woody Harrelson où il battait quelqu'un en l'insultant, en mangeant un suçon. Une scène de 1 minute 40. Là. Puis c'est un défi mental de fou lire ça, je vous le dis, là, c'est difficile. Il la regarde une fois, il sort un stylo de ses poches, il se met ça dans la bouche. Puis tu sais, quand tu suces un suçon, là, tu fais ça, il accote un peu sur tes dents, clac, 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 comme ça. Tu sors au bon moment, tu continues à parler, tu donnes un coup de pied à l'autre. Quand tu donnes un coup de pied, ça fait comme un tu sais, il faut que tu contractes ton diaphragme. Parfait, paye supplé. Une scène de 1 minute 40, il s'est mis un stylo dans la bouche. C'était renversant. Il s'est cogné ses dents en même temps que lui, sorti le suçon au même moment, dit les répliques avec la bonne intention, le coup de fou raide, là. Si l'inspiration est nasale, tu peux pas faire... c'est sûr que tu le vois à l'écran, ça, là. Si le gars arrive en courant, puis... Mais il faut que tu fasses... Et non, l'inverse, là, tu sais, il tape ça, là, 1 minute. J'étais, là, en admiration. Tout ça pour dire que la portion doublage, moi, je fais des longs métrages comme ça, sur le mode doublage, donc bande rythmo, ce qu'on appelle la bande rythmo. Moi, j'en fais une dizaine ou... même pas. 5-6 films par année, à peu près. Des petits rôles, des ambiances, des affaires comme ça. Parce que c'est un univers en soi. C'est un univers fermé aussi. C'est ceux qui en font, la porte n'est pas ouverte, là. C'est difficile à rentrer, là. Parce qu'ils aiment beaucoup leur job, ces gens-là, et parce qu'aussi, quand tu pognes l'attribution d'un personnage, là, on est les premiers là, choqués d'écouter Tom Hanks, puis du jour au lendemain, c'était Bernard Fortin, puis le lendemain, c'est Gilbert Lachance qui le fait. Tu fais « Excuse-moi, je suis habitué d'entendre Bernard Fortin, moi, sur Tom Hanks. » Puis quand on nous change l'acteur québécois qui le change, on est premiers choqués. Fait que voilà une autre raison pour laquelle c'est aussi très, très fermé, et parce que c'est extrêmement dur à faire. Je me débrouille pas pire, mais je suis quand même conscient de dire je suis capable de jouer au hockey, mais... Je ne suis pas Sidney Crosby, il faut être conscient de ça. Moi, ce qui est vraiment là, le pain puis mon beurre, puis pourquoi je travaille autant, c'est en narration. J'ai une capacité que je m'explique mal à transformer ma voix ou à imiter des gens ou à me donner des couleurs différentes quand je fais des narrations. Des acteurs qui ont à leur actif 1 ou 2 séries télévisées en narration où tu es le narrateur principal, comme dans Monstre d'eau douce, exemple, sur Évasion, là, où tu commences en ouverture, puis je m'appelle Jérémy Wade, je suis biologiste et pêcheur extrême. Cela fait 20 ans que je parcours les routes. Tu sais, genre, une narration comme ça, ben quand un acteur en a 1 ou 2, là, il est hyper content, là, il a ça dans sa besace. Puis, ben, moi, je peux dire que j'en ai environ, des petites années, j'en ai 7, puis des gros, j'en ai fait 13. Mais tu sais, taper, enregistrer des séries complètes en narration, là, c'est très prenant, c'est très agréable à faire. Puis une chance que je suis capable de modifier ma voix un petit peu parce que sinon, bien, tout le monde dirait « Ah, ben, c'est le gars qui fait, c'est lui qui fait Monstre d'eau douce. Hey, c'est drôle, c'est le même qui fait la narration de... pour en nommer voyons, celui qui parle au chien, César. César à la rescousse. Hey, c'est drôle, c'est le même. Ah, puis Voiture de rêve au Canal D, c'est le même gars qui fait la narration. Et puis Objet trouvé à Historia, là, les archéologues, c'est le même gars. Et puis Les secrets souterrains à Z, c'est le même gars. Et puis, tu sais, parce que je t'en nomme tout que je suis en train de faire, là, qui passe à la télévision en même temps. Il y a des soirs, là, je zappe sur les chaînes spécialisées, là, Z, Évasion, Mademoiselle Casa, Historia, Canal D. Puis des fois, je suis à chaque poste. Puis ma mère me reconnaît pas. Puis
c'est une des raisons pour laquelle j'en fais autant, parce que si tu te fais reconnaître, ben, à un moment donné, ils veulent plus t'entendre, puis ils font hey, trouve-moi quelqu'un d'autre. Là. Pourquoi c'est encore lui le concurrent sur Hell's Kitchen? L'année passée, c'est lui qui a gagné aussi. Là, fait que c'est drôle, c'est tout un univers. Ça, c'est la narration. La surimpression, ça, c'est ce dont on est le plus témoin à la télévision. C'est quand l'original anglophone est gardé à la diffusion puis qu'on met la voix francophone par-dessus. Donc, tu laisses partir, genre, un concurrent qui, en entrevue, là, il parle de son expérience d'Hell's Kitchen puis il fait « Ouais, lorsque je suis arrivé à Hell's Kitchen, bon, mais c'est ça. » Puis tu gardes l'original anglophone en arrière. Ça, c'est pas la même méthode que la bande rythmo. C'est fait beaucoup plus rapidement aussi. C'est fait avec beaucoup moins, pas de prétention. Tu sais, ça n'a pas la prétention du doublage. Le doublage, tu vas essayer de faire oublier. Puis des fois, des bons doublages, tu finis le film, puis tu n'es même pas conscient que Tom Hanks, pour le renommer, c'est un anglophone, tu finis un bon film bien doublé, puis à la fin, tu fais « Wow, quelle performance d'acteur! » Tu n'es même pas conscient que tu l'as écouté dans une langue étrangère. La surimpression n'a pas cette prétention-là. C'est rendre compte un peu de l'énergie du personnage, de l'intention, mais surtout véhiculer l'information pour le public qui n'a pas l'autre langue dans ses langues parlées. Fait que ça, mais sauf que c'est quand même assez difficile parce qu'il faut que tu suives les sujets puis les objets parce que tu te fais parler en anglais dans les oreilles pendant que toi, tu parles en français. Tu as ce qu'on appelle un time code, un temps à l'écran. Là, tu sais que tu rentres à 1 minute 53, puis tu sors à 2 minutes 17. Tu as le texte qui est là, tu écoutes l'émission télé, puis quand tu arrives à 1,51, tu le laisses commencer, puis tu n'as pas le temps de le voir une première fois. Là, tu ne sais pas si dans une compétition, parce que c'est la mode, là, une compétition de chasse à l'homme, moi, j'ai juste le texte qui dit ce qui est difficile dans la chasse à l'homme, c'est de ne pas se faire repérer, OK? Bon, mais est-ce qu'il est caché derrière le buisson parce que le shérif est en train de le regarder et il fait « Ce qui est difficile dans une chasse à l'homme, c'est de ne pas se faire repérer. » Ou est-ce qu'il est en entrevue après coup, genre devant les réalisateurs, ou est-ce qu'il est difficile dans la chasse à l'homme, c'est pas se faire repérer. Ou il est en train de le crier, tu le sais pas. Donc, tu laisses tout le temps partir l'original dans tes oreilles, puis une demi-seconde, tu sais sur quel beat il est. Puis après ça, dans tes oreilles, tu suis les groupes sujets, les verbes. Ben, tu sais, c'est des points de repère. Je dis les groupes sujets, les verbes, ça a l'air compliqué, là, mais tu sais, les réattaques, les clôtures de phrases, tout ça, pour savoir où est-ce que tu es rendu. Parce que des fois, tu embarques dans ce qu'on appelle un piano. Nous autres, un grand monologue, puis tu veux savoir où est-ce qu'il est rendu, ton personnage. Tu écoutes, tu essaies de commencer tout de suite après lui, puis finir tout de suite avant lui. Ça a l'air plate à dire comme ça, mais la surimpression, là, c'est... quand je l'explique comme ça a l'air comme factuel ou plate à faire. Tu dis, tu fais juste enregistrer. C'est vraiment, vraiment très le fun à faire. J'apprends plein de choses. Cette année, j'ai eu 2 shows d'archéologie dans la même année, 2 shows de vieux chars, j'adore les vieilles voitures, des shows de poissons, d'affaires dans la main. Tu sais, j'apprends plein d'affaires, des shows de cuisine, j'ai fait des tonnes, rénovation de maisons ancestrales, tu sais. C'est super intéressant, j'apprends plein de choses. Ça me donne encore l'impression que je suis en train de pratiquer mon métier parce que je me prends pour quelqu'un d'autre le temps d'un moment, parce que ça me fait travailler ma diction dite français normatif, parce qu'en doublage, je pense sur impression, pas en narration, on dirait qu'au Québec, pour le spectateur, on dirait que l'imaginaire fait pas son chemin si c'est pas en français international. C'est quand même drôle de se dire ça. Puis quand on sort, les rares fois qu'on sort des films doublés québécois, ben ça choque le monde. Tu sais, c'est quoi le dernier film québécois doublé? Tu sais, Slapshot, Goon, une couple de cartoons des fois aussi qu'on va se faire servir en québécois, puis on est les premiers choqués, puis on dirait que notre imaginaire embarque pas. Fait que bref, ça me permet aussi d'entretenir ça, une chose que j'ai apprise au conservatoire. Puis c'est très stimulant, c'est fait à une vitesse de l'enfer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en faire de la surimpression et de la narration. Je te dis, là, on est une quarantaine à en faire beaucoup. On est tout de bien 100, 150 à Montréal à en faire sur un bassin de 200 acteurs, mais je te dis, il y en a 2000 qui veulent. Là. Il y en a 2000 qui veulent, mais on roule, ceux qui en faisons beaucoup, on roule à une vitesse. C'est comme faire n'importe quoi. Dans la vie, il faut que tu deviennes bon, mais on roule à une vitesse que des fois, j'amène des gens à m'observer puis ils font « Oh mon Dieu, on pourrait pas embarquer avec vous autres, là, ça va vraiment trop vite, cette affaire-là. » Fait que c'est stimulant. C'est même un trippant. Pourquoi boire noir à travers tout ça? Puis c'est majeur comme question pour moi parce que je me la suis posée. Est-ce que j'achèterais un projet commercial à Valleyfield? Exemple, moi, je suis fan de Valleyfield, je suis un amoureux de Valleyfield, mais c'est pas boire noir. Moi, j'ai un sentiment d'appartenance extrêmement fort à boire noir.
un sentiment de fierté aussi, quoique même au fil des dernières années, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. En fait, fierté, mais on vous dit bien honnêtement, sauf dans l'histoire récente, l'arrivée de la 30, ce que Claude Hainaut a fait, selon moi, de très bien à la mairie aussi, la campagne Ça vaut de l'or. J'ai eu la chance d'être interpellé pour être un des ambassadeurs de la région dans la campagne Ça vaut de l'or. Puis c'est drôle, c'est un des moments où j'ai eu à me poser la question pourquoi je suis ambassadeur, puis comment on peut être ambassadeur du Grand Suroît, tu sais. C'était quoi les éléments de fierté de Beauharnois, du Suroît en général, et puis bref, ça m'a amené à me poser de solides questions sur quoi s'appuyer. Et puis moi, je trouvais que l'idée principale, mettons, le Ça vaut de l'or, l'entrevue doit dater d'il y a 4 ans, ou 3 ans. Il doit dater d'il y a 3 ans. Puis c'était le fait que Beauharnois, même si on avait peut-être mauvaise presse, puis que la vieille blague traînait de Beauharnois, ça commence avec un B, ça finit avec S. Tu sais, tout le monde, c'est une place de BS. C'est quelque chose qui était véhiculé aussi. La fermeture des usines. Tu sais, l'autre génération avant de nous autres, nos parents, là, ils ont juste vécu des mises à pied, des fermetures d'usines, puis de la décroissance, puis de la pollution du lac. C'est ça qu'ils ont en tête. Puis comme il y a 3 ans, avec l'arrivée de Ça vaut de l'or, la 30, une direction avec de la vision à la mairie, c'était comme si Beauharnois, pour moi, était comme une page blanche à travers mon œil optimiste. Puis j'ai réussi, c'est drôle, à travers Ça vaut de l'or, en quelques minutes, je pense, à redonner un sentiment de fierté à bien des jeunes. C'est arrivé, c'est sorti cette vidéo-là là, un peu avant Saint-Jean-Baptiste. Il y a 3 ans, je m'en souviens très, très bien. J'étais allé fêter à Saint-Étienne-de-Beauharnois la fête nationale ce jour-là. Et puis, le nombre de jeunes de 17 ans, 15 ans, 14 ans qui sont venus me mettre la main sur l'épaule en disant « Je vous connais pas, M. Dano, mais je veux juste vous dire, les mots que vous avez utilisés dans votre vidéo, Ça vaut de l'or, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un dire qu'il était fier de Beauharnois. J'avais jamais entendu ça avant vous, quelqu'un qui n'était pas gêné de dire que Beauharnois, il trouvait ça hot. » Puis c'est un élément déclencheur pour moi aussi de dire « Mais j'y crois, j'y ai réfléchi, je l'ai dit, bien maintenant j'y crois. » Effectivement, je ne ferais pas ça ailleurs. Tu me dirais, on a un super beau projet à faire à Rawdon. Je dirais, bien, c'est cool, mais qu'un tripeux de Rawdon s'en mêle, moi, c'est pas mon bag. Puis, ben écoute, on va pas faire l'autruche non plus, l'hypocrite, là, tu sais. Il y a une relation, il y a une filiation entre la patate mallette puis Beauharnois qui est indissociable. On a été, pendant les années creuses, je pense, une chance, la patate au village, là. Je veux pas dire qu'on a sauvé le village, c'est pas ça, mais recule il y a 3 ans, enlève la patate mallette de la rue Saint-Laurent, quand le magasin de pièces était fermé, quand ci c'était fermé, quand ça, qu'il n'y avait plus rien, qui ont sorti le monde des bâtisses en prévision des condos qui sont même pas encore là, puis que la 30 est arrivée, si la patate mallette n'avait pas été sur le boulevard Saint-Laurent, on aurait pu jouer au hockey dans la rue. Ça aurait été terminé, ça aurait été plate. Mais à l'inverse, je dis pas que Patate a sauvé Beauharnois, mais aussi les années de fleurons de Beauharnois, la clientèle est fidèle avant nous autres. On a un fan base d'une clientèle d'une qualité indescriptible à patate mallette. C'est drôle, les gars qui font les pros de la poutine sont venus faire une entrevue sur nous autres il y a je sais pas combien de temps. Puis on dit, savez-vous ce qu'on remarque depuis plusieurs années sur la patate mallette? C'est que sur n'importe quel blog de poutine, concours, compétition, lettre d'opinion de poutine, s'il faut que quelqu'un dise quelque chose contre patate mallette, il y a comme une armée qui débarque. Puis tu sais, on est super flatté par ça. Fait que tu sais, il y a comme une affiliation comme intrinsèque, là, tu sais, une histoire d'amour de longue date entre la patate mallette et Beauharnois. Puis ça, ben c'est indissociable. Ça remonte à bien avant moi. Moi, je peux te parler de l'histoire de la patate mallette mettons, t'en parler vraiment en connaissance de cause des 10 dernières années, mais ça fait 61 ans, 62 ans en date d'aujourd'hui. Ma mère et ma grand-mère en auraient bien plus long que moi à te raconter sur cette histoire d'amour-là, mais moi, je suis pas pour jeter ça du revers de la main. Puis, pour l'entrepreneuriat, pour le financement, le coaching, bien, c'est sûr que être l'enfant de la place d'une entreprise qui fonctionne bien depuis tant d'années, bien, c'est facilitant. On ne va pas se mettre la tête dans le sable, là. Si je cogne en quelque part en disant « j'ai un projet, le voici », ah oui, vous êtes assis sur quoi, monsieur? Bien, moi, c'est moi le propriétaire de la patate mallette. Bien, c'est sûr que ça aide un petit peu plus, tu sais. Fait que faut pas se mentir. Envers d'hier, t'es parti faire l'école, l'hémisphère sud, paraît que t'es belle,